bonjour à tous, ici Cal, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à Final Fantasy VII Remake. Alors purée, bordel, je l'avais dit en live, vous m'avez saoulé avec cette vidéo sur le thème de l'iceberg de Final Fantasy VII Remake. Alors j'explique c'est quoi le truc de l'iceberg. L'iceberg en fait c'est quoi? C'est une vidéo un peu creepy qui te montre des secrets d'un jeu vidéo. Et en fait on va du haut de l'iceberg jusqu'au à la face cachée et montrer des choses de plus en plus creepy, en fait, des choses que tu connais pas. Voilà, vous tapez iceberg sur YouTube, Mario, Zelda, Minecraft, vous allez trouver mais des dizaines et des dizaines de vidéos. Il y a, je ne vais pas vous mentir, j'ai déjà vu des vidéos iceberg. Il y en a, elles sont très, très bien montées, très bien expliquées. On voit que c'est sourcé. Comme le YouTuber Farod, que j'aime pas beaucoup. Mais lui, par contre, ces icebergs sur Mario 64 et Zelda, c'est du bon travail. C'est des vidéos de plus d'1 heure avec du montage de fou, avec des explications de malade. Et franchement, c'était agréable à voir parce qu'il y avait du contenu. Mais j'ai vu des icebergs, le gars, il ne sait pas de quoi il parle. Il a pris peut-être une vidéo en anglais, il l'a traduit, il n'a même pas peaufiné le bazar. Et c'est pour ça que moi, je me méfie des vidéos iceberg. Mais là, je fais cette vidéo parce que vous me l'avez demandé. Beaucoup d'entre vous me l'ont demandé. Et en live, j'avais dit que je ferais le visionnage de cette vidéo. Moi, le YouTuber, je ne le connais pas. J'ai jamais regardé de ses vidéos. J'ai seulement checké vite fait sa chaîne. Il fait que de l'iceberg. Il est spécialisé là-dedans. Il a fait du Pokémon, du Minecraft, du je sais pas quoi. On voit qu'il n'est pas spécialiste dans un sujet. C'est une chaîne iceberg. Après, moi, je veux voir le montage, mais je vais surtout voir les infos qu'il va nous donner. Parce que vous m'avez hypé de dingue. Moi, là, je veux apprendre des choses. Il y a intérêt que j'apprends des trucs. Sinon, ça ne va pas le faire. Le gars, moi, j'ai rien contre lui. Et je vais seulement regarder sa vidéo en tant que fan hardcore de Final Fantasy VII Remake. On va checker ça et je donnerai mon avis à la fin de la vidéo. Et si je vois que dans son contenu, il y a quelque chose de pertinent, j'en parlerai. Si je vois qu'il y a quelque chose qui n'a pas été complété, je le ferai aussi. Mais pour l'instant, j'ai rien vu. Je ne vais pas lui jeter la pierre. Je suis curieux de voir son travail. Parce que peut-être que ça déchire. Hein. Mais il y a intérêt que ça déchire parce que vous m'avez trop vendu la vidéo. C'est parti. Ok, il aura fallu pas mal d'années, mais la première partie du très attendu Final Fantasy VII Remake est enfin arrivée sur PC. Depuis sa sortie PS4, il a quelques détracteurs, mais ce jeu est pour la plupart du temps très apprécié. Le seul inconvénient est d'attendre la suite, mais il faut prendre son mal en patience. Et puisque ça peut prendre un peu de temps, espérons que non, bien sûr, les fans peuvent occuper leur temps en spéculant sur des théories. Où ira la suite ? Qui vivra et mourra dans cette ligne temporelle? Quels sont les jeux canons et lesquels ne le sont pas? Donc sans plus attendre, voici les théories incroyables sur ce jeu. Car il faut le dire, le remake a changé beaucoup plus que prévu, ce qui a conduit les fans à formuler des théories farfelues sur les événements qui se sont produits, et même sur la suite des événements. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre vos chapeaux en aluminium. Installez-vous confortablement, bienvenue dans mon propre iceberg de Final Fantasy Remake partie 1. Ton propre iceberg, ça je demande à voir. Hein. Attention, forcément cette vidéo contient des spoilers majeurs, et surtout restez bien jusqu'à la fin pour connaître la théorie sur Aeris, car il semblerait qu'elle sache tout depuis le début. Quand il t'a mis un montage creepy, tu vois ce montage là avec ancienne vidéo, cassette, pour te donner vraiment un effet peur, vraiment ancien, c'est trouble. Déjà ça joue sur le fait que tu regardes la vidéo, ça joue sur ton inconscient. Kingdom Hearts. Allez, soyons fous ici, à l'extrémité du monde, quand Claude et Sephiroth s'affrontent, on a Sephiroth qui montre son désir d'aller ailleurs en regardant une autre galaxie. Et de nombreux fans ont supposé que cette galaxie lointaine était en fait celle de Kingdom Hearts, ce qui expliquerait la collision entre les mondes de Final Fantasy et de Disney. Mais encore mieux, et si les versions remake de Sephiroth et Claude sont en fait celles qui entrent dans Kingdom Hearts? Non. Écoutez, terminer le jeu par un flash-forward dans le Colisée d'Hercule serait une explosion d'esprit de niveau supérieur ou mind-blowing en anglais si vous préférez. Non.
incarné de On va Sephiroth. parler d'un autre lien avec Advent Children que l'on croyait auparavant sans rapport avec le jeu, alors qu'au contraire, ça pourrait bien être vrai. Le moment le plus époustouflant est celui du combat contre les 3 généraux du Whisper, alias le Big Boss des chuchoteurs. Sephiroth nous met au défi de changer le destin. Il ouvre un portail qu'Aeris améliore en le faisant passer du violet au noir au blanc, et on s'en bat les couilles de cette information. Comment ça, on s'en bat les couilles de cette information? On s'en fout, on bat... Si elle l'a fait, c'est qu'il y a une raison, putain. Bref, je suis déjà en train de m'énerver. Et Bref. en effet, il semblerait que les triplés de Sephiroth soient présents dans le jeu sous la forme des 3 boss du Whisper dans la bataille finale. Et là vous vous dites, ok, quels sont les 3 triplés de Sephiroth? Et ben pendant le combat, le groupe a des aperçus du futur, la fin du FF7 original. Et alors que nous combattons les 3 généraux, vous pourriez penser qu'ils représentent Claude, Tifa et Barrett, car ils manient tous des armes similaires. Mais ce n'est pas le cas, ils représentent Kadaj, Luz et Yazoo, qui sont collectivement connus sous le nom des incarnés de Sephiroth. Et chaque chuchoteur est équipé d'une arme qui semble appartenir à Kadaj, Luz ou Yazoo. Pour terminer, de nombreux fans affirment que même leur technique de combat reflète celle de leur version cinématographique respective, ce qui renforce encore cette théorie. Il faut prouver ça. Et vous Pas vous souvenez prouver. dans Advent Children, quand Kadaj invoque Bahamut, eh ben les 3 généraux des chuchotements fusionnent dans une sorte d'invocation un peu similaire. Mais ça, c'est connu, ça. On n'apprend rien du tout, là. Sauver ou non Aeris? Il existe l'une des plus grandes questions que les fans les plus âgés se posent à propos du remake, et c'est bien sûr, Aeris va-t-elle mourir à un moment donné? Et étant donné que les choses semblent se dérouler dans des univers alternatifs ou des lignes temporelles alternatives, eh ben ça pourrait être une fausse piste de penser qu'Aeris va mourir. En d'autres termes, ça pourrait donner au joueur l'illusion qu'il peut la sauver, alors qu'il se pourrait que sa mort soit une constante qui doit se produire pour sauver l'univers. En gros, voici le dilemme. Et s'il existait un choix à faire? En gros, à la fin de la prochaine suite, les joueurs pourraient choisir de la sauver ou de la sacrifier, ce qui créerait 2 scénarios alternatifs Oh, le pour le boulot jeu que ça final. va être. Et sa mort peut ou non être une mauvaise fin selon la direction que prend l'histoire. Et là vous dites, ok, de quoi parle-t-il quand il parle de mauvaise fin? Il y a quand même une minorité qui pense que la fin secrète, quelque peu optimiste du jeu original, n'était pas seulement une mauvaise fin, mais aussi la fin canonique. Je vais m'expliquer. Pour ceux qui ne se souviennent pas, on voit Red 13 et ses enfants surplomber les ruines de Midgar 500 ans dans le futur. Et donc, si Aeris vivait dans la ligne temporelle du remake, Sephiroth gagnerait, puisque c'est sa mort qui a rendu l'invocation possible de Oli. Oli, c'est la matéria blanche qui est capable d'arrêter le météore. Alors, si le plan de Sephiroth de mettre fin à l'humanité et de devenir le nouveau dieu du monde se réalise, puisque la matéria Oli ne s'active pas, que va-t-il se passer? La question à se poser est si la mort d'Aeris était la meilleure chose qui pouvait se passer dans l'univers de Final Fantasy VII. Et si on sauvait Aeris, est-ce qu'il se passerait peut-être pas une nouvelle réalité qui serait encore pire que la première? Là est tout le débat. C'est une théorie qui a fait le tour depuis la sortie de Final Fantasy X-2, et pour de bonnes raisons vous allez voir. Elle raconte comment l'univers de Final Fantasy X et X-2 est connecté à l'univers d'FF7. De nombreux éléments l'indiquent, mais le meilleur lien pour supposer cette connexion est à travers un enfant Albed. Pour commencer, le nom de cet enfant est Shinra, ce qui devrait déjà être un signal d'alarme. Attention, comme si ce n'était pas suffisant, cet enfant mentionne quelque chose à propos de la source de la vie de la planète et comment l'extraire fournirait un flux d'énergie fiable. Vous avez entendu, extraire de l'énergie, ça vous rappelle pas quelque chose? Et dans le guide Final Fantasy X-2 Ultimania, on y trouve Nojima, et si vous vous demandez qui est Nojima, c'est quand même le scénariste de Final Fantasy VII, X et X-2. Et qu'a fait Nojima dans ce guide? Il a fait une remarque en passant sur le fait que Shinra, donc le jeune scientifique de Final Fantasy X-2, et il a dit qu'il deviendrait le fondateur de la Shinra Corporation dans Final Fantasy VII. En gros, dans Final Fantasy X-2, Shinra explique qu'il aimerait exploiter la puissance du Farplane et l'utiliser comme source d'énergie, mais qu'il faudrait des générations de recherche
pour y parvenir. Et encore mieux, les créateurs de Final Fantasy VII et de Final Fantasy X et X-2 ont évoqué cette théorie dans des interviews par le passé, mais il ne semble pas qu'elle soit destinée à être gravée dans le marbre ou à être prise au sérieux. Mais bon, c'est pas fini car il semble que les esprits créatifs de Square Enix aiment continuer à alimenter les théories. Pourquoi ? Car on va trouver une référence cachée à Final Fantasy X-2 dans Final Fantasy VII Remake. C'est une vieille photo du quartier général de la Shinra qui montre un groupe d'employés. Et parmi ce groupe d'employés, assise à l'avant de la foule, une personne porte un masque qui ressemble beaucoup à celui porté par Shinra dans Final Fantasy X-2. Bon, cette photo n'est probablement qu'un easter egg ajouté par les développeurs en raison de toutes les discussions qui ont lieu sur cette théorie. Oui, il est peu probable que les futurs opus de la série Final Fantasy VII Remake fassent référence à cette théorie ou qu'ils fassent un point d'intrigue sur le sujet. Je préfère vous prévenir, ne vous attendez donc pas à ce qu'Avalanche réveille Tidus de son cryo-sommeil et s'amuse avec lui en dehors de Junon. Ok, les jeux Final Fantasy sont généralement reliés par des références de type easter egg ou par des manipulations de multivers, comme avec les jeux Dissidia. Et l'idée que Final Fantasy VII et Final Fantasy X et X-2 puissent exister dans le même monde est un sacrilège pour certains fans. Mais il semble que les développeurs des deux jeux adorent faire des références. C'est normal, Soit c'est ça juste fait pour vivre taquiner la les saga. théoriciens les plus dévoués, ou peut-être qu'il y a une part de vérité. On va s'arrêter ici déjà parce qu'il y a déjà un truc, moi, qui me pose problème en fait, dans ce genre de vidéo. Euh, Là, ce qu'il vient de dire le mec, c'est vrai, hein, ouais. Mais on voit qu'il ne connaît pas. On voit qu'il ne s'y connaît pas dans le sujet. Il a été prendre des infos et il les a mis sur pas papier et il les récite comme un robot. C'est flagrant. Parce que s'il aurait vraiment fait des recherches sur ce sujet-là, hein, qu'est-ce qu'il aurait dit? Il aurait dit que dans Final Fantasy X-2, à un moment, il y a, comment il s'appelle? Rin, il va proposer à je ne sais plus qui, ouais, je vais créer un vaisseau avec tout le pognon que j'ai. Et avec ce vaisseau, on va pouvoir partir dans l'espace et quitter Spira. D'accord? Là, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Nojima qui a écrit ce texte. Parce que quand tu vois cette vidéo, d'accord, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, Spira, en fait, c'est Gaïa. Enfin, bon, quand tu regardes cette vidéo, qu'est-ce que tu te dis? En fait, Gaïa, c'est Spira dans plusieurs milliers d'années, parce qu'il précise bien qu'il faudrait des milliers d'années pour avoir cette technologie. Mais il n'a pas fait son boulot. C'est flagrant. C'est qu'en fait, c'est quoi? C'est qu'une partie des Albed, d'accord, ils vont partir dans un vaisseau et ils vont voyager dans l'univers. Ça veut dire qu'ils vont quitter Spira pour partir sur Gaïa. Et à ce moment-là, avec toutes les générations qui vont se succéder, la technologie va évoluer. Et à ce moment-là, les descendants du garçon Shinra, c'est eux qui vont inventer la technologie de la Shinra. Ce n'est pas Shinra. Parce que là, maintenant, tu comprends, quand tu fais tes recherches correctement et que tu lis pas comme un robot, déjà, sa façon de lire, quand il parle, j'aime pas. Mais après, c'est que mes goûts, hein, ça. Ça, on enlève rien que la vidéo, elle est bien montée, il y a un bon rythme, ça, il n'y a pas de souci. Mais s'il aurait fait les recherches jusqu'au bout, et c'est dommage parce qu'il perd des points avec ça, c'est vraiment dommage, c'est qu'il t'aurait dit, dans Final Fantasy X-2, on t'apprend qu'il y a un vaisseau qui va être créé pour quitter Spira et permettre à certains Albed de pouvoir partir jusque dans une autre planète. Ça veut dire que Final Fantasy X et Final Fantasy 7 se passent dans le même univers et pas sur la même planète. Ça change tout. Et d'où le fait que ce voyage intersidéral qui a pris des milliers d'années, et pendant ces milliers d'années, la technologie, elle a pu évoluer jusqu'à arriver sur Gaïa. C'est dommage. Sa vidéo, elle aurait pris plus de punch, plus d'infos. On peut prendre ça plus au sérieux. Maintenant que je vois ça, je m'inquiète pour la suite parce que le gars, il n'a pas fait son taf. Mais après, voilà, il parle à des gens qui ne connaissent pas la saga Final Fantasy. Lui prend des icebergs et il essaye de toucher un peu tout le monde. Il ne va pas en profondeur. C'est dommage parce que ça aurait pu faire partie du fond de l'iceberg. Bref, après, c'est que mon avis. Et ça n'empêche rien que la vidéo, elle est bien montée et tout le bazar. Ça aurait été sous la surface.
s'il aurait fait le boulot jusqu'au bout. La grande nouveauté de Final Fantasy VII Remake est que les personnages sont capables de défier leur destin et de s'écarter de l'histoire de Final Fantasy VII original. Les personnages ne sont plus liés aux événements qui se sont produits après la section Midgar de Final Fantasy VII, ce qui inclut Advent Children et Dirge of Cerberus. Et la question que les fans se posent est de savoir ce qui a provoqué cette déviation de la ligne de temps. Peut-être que les développeurs avaient besoin d'une excuse pour faire savoir aux fans que l'histoire sera différente à l'avenir. Et il semble que Sephiroth soit la clé de ces changements, car ses actions et ses paroles suggèrent qu'il en sait plus qu'il ne le laisse croire. La question est maintenant de savoir comment Sephiroth a acquis ces nouvelles connaissances et pourquoi les Whispers, les chuchoteurs, interviennent. Il est possible que le Sephiroth que nous voyons dans Final Fantasy VII Remake soit le même que celui de la version originale et qu'il ait voyagé dans le temps pour changer le cours de l'histoire. Et justement, vers la fin de Final Fantasy VII Remake, le joueur a un aperçu de la dernière bataille de Zack dans Crisis Core. On nous montre alors une version alternative des événements, quand Zack a vaincu l'armée Shinra et s'est rendu à Midgar avec Claude. Et pire, Aeris et Zack semblent même s'entrevoir en passant. Et donc, cette scène renforce l'idée qu'il y a plusieurs lignes temporelles dans le remake de FF7. Et il est établi que la scène 500 ans plus tard de Final Fantasy VII avec Red 13 pourrait jamais se produire. S'il vous plaît, les gens, putain! Mais c'est pas possible! Quand Zack porte Cloud et qu'il passe à côté de Cloud et d'Aeris, on voit bien que l'autre Cloud ne les voit pas. Aeris ne voit pas Zack. Elle le ressent. Et de toute façon, si Zack il voyait Aeris, mais pourquoi il n'a aucun affect? Pourquoi il bouge pas? Il continue son chemin sans la regarder parce qu'il la voit pas. Il ne la voit pas. C'est pas cette race. Il n'a pas de pouvoir. Aeris est une cette race. Elle a des dons spéciaux et elle peut ressentir Zack. C'est pour ça qu'elle s'est arrêtée. Si toi, t'es Zack et ton but, c'est de trouver Aeris, tu passes à côté d'elle et tu réagis pas, ben, c'est pas normal. Il la voit pas. C'est Aeris, s'il vous plaît, les gens, qui ressent Zack. C'est tout. Zack ne le voit pas. Bref, ça c'est parce que ça me touche à moi. Après, les gens ils pensent ce qu'ils veulent, mais c'est comme ça. Sinon, Zack, quand il serait passé à côté d'elle, il aurait fait Aeris ou une connerie comme ça. Dans Advent Children, Sephiroth renaît grâce à une combinaison de cellules de Genova et d'une personne appelée Kadaj. On en a parlé un peu plus tôt, ce sont les incarnés de Sephiroth. Et pourquoi Sephiroth renaît grâce à une personne appelée Kadaj? C'est parce qu'il n'a pas pu ne faire qu'un avec le live stream, la rivière de la vie, car son corps contient des matériaux étrangers provenant du corps de Genova. Donc, ce que peut faire Sephiroth... Et qu'il a une colère immense en lui. Voilà, tu vois, c'est encore des détails, c'est encore des choses qui devaient être dites et qui n'ont pas été dites. Pourquoi? Parce qu'il prend les informations à la surface et il ne va pas au fond des choses. C'est qu'il peut résister à l'idée de rejoindre la planète juste par la force de sa volonté. Non. En gros, il a découvert un moyen de créer un nouveau corps physique en créant des formes de vie dans le cratère nord et en les envoyant dans le monde entier pour traquer les cellules de Genova. Et en conséquence... Qu'est-ce qu'il vient de dire? Attends, quoi? À l'idée de rejoindre la planète juste par la force de sa volonté. En gros, il a découvert un moyen de créer un nouveau corps physique en créant des formes de vie dans le cratère nord et en les envoyant dans le monde entier pour traquer les cellules de Genova. Il parle des gars avec les numéros, c'est ça? C'est pas Sephiroth qui les a créés, bordel de merde. C'est des expériences de Hojo. On voit bien que c'est des expériences. Ils ont des numéros sur l'épaule. Et pourquoi Sephiroth peut les contrôler? Parce qu'ils ont des cellules de Genova. C'est pour ça qu'il peut les contrôler. C'est pas lui qui les a créés, c'est Hojo. C'est des expériences d'Hojo qui ont foiré. Et en conséquence, Kadaj est donc l'une de ces formes de vie et le plan de Sephiroth fonctionne. Mais son nouveau corps... Kadaj, c'est une création de Sephiroth, d'accord? Mais il n'a rien à voir avec les hommes tatoués numérotés. Kadaj et les deux autres connards,
c'est des chimères, c'est des illusions, des gens qui n'existent pas. Et détruit par Claude à la fin du film. Ok, le plan de Sephiroth a peut-être été déjoué, mais il peut toujours revenir dans le futur. Et il existe ce roman dérivé intitulé On the Way to a Smile, qui a confirmé que Sephiroth ne peut pas être absorbé. Il est marqué quoi? Kazuki Nojima, c'est officiel. C'est pas par rapport à lui, hein, c'est par rapport aux autres gens. C'est officiel. Nojima, c'est lui qui a inventé l'histoire de Final Fantasy VII. Tout ce qu'il écrit est canon, c'est tout. Par la Et je me fais encore bombarder avec ça. Claude est en vie. Et Sephiroth, on le sait, est obsédé par l'idée de se venger de Claude. Il a donc toutes les raisons de s'attarder et de continuer à chercher un moyen de retourner encore et toujours sur la terre des vivants. Et il est possible que le Sephiroth de FF7 Remake soit une nouvelle forme après Advent Children. Il faut qu'il ait... C'est dommage, franchement, ça peut être des bonnes informations. Parce que quand les gens, ils écoutent ça, ils n'ont pas tout. Ils n'ont pas tout. Il faut préciser que Sephiroth, il veut se venger de Cloud, mais à la base, il veut revenir sur Gaïa. C'est pour contrôler Gaïa. Parce que lui, dans sa tête, il croit que c'est un ancien. Et pour lui, Gaïa, elle appartient aux anciens. Et comme lui, dans sa tête, il croit que c'est un ancien, alors automatiquement, Gaïa doit lui appartenir. C'est pour ça qu'il veut revenir sur Gaïa. Il veut contrôler les gens. Il veut déchiqueter des gens. C'est pour ça qu'il a besoin d'un corps physique, de la précision. S'il te plaît, bordel. C'est bien fait, franchement, le montage, le rythme est bien fait. Il met les bonnes musiques au bon moment avec cet effet creepy, ça donne bien. Mais va chercher les infos, putain. Ok, il est possible que Sephiroth ait pu revenir dans le futur et qu'il ait acquis la capacité de manipuler le temps. Crisis Core établit qu'il existe une figure de déesse au sein du flux de vie appelée Minerva qui peut accomplir des exploits incroyables. Le pouvoir de Minerva est tel qu'elle a pu ramener Genesis d'entre les morts dans un but inconnu. Et si Sephiroth peut maintenir son existence dans le flux de la vie, le life stream, il est possible qu'il devienne une menace pour Minerva à un moment donné. Et donc, ça pourrait expliquer pourquoi Minerva a ramené Genesis à la vie et pourquoi Genesis a eu besoin de l'aide de Weiss. Genesis est revenu pour protéger la planète de Sephiroth, mais il a échoué dans sa mission et Sephiroth a pu remonter le temps pour essayer d'influencer les événements à venir. Sephiroth prétend qu'il protège la planète, mais il continue à tuer des gens sans raison. Il est possible que Sephiroth cherche toujours à devenir un dieu et qu'il veuille utiliser sa connaissance des événements pour mener à bien son plan sans être déjoué. Et on ne sait pas exactement pourquoi il a demandé l'aide de Claude pour défier le destin. On le sait, c'est un secret qui sera sûrement gardé pour la suite du jeu. Et donc, il est possible que sa connaissance implique de régler certains détails des précédents spin-offs de Final Fantasy VII. Sephiroth, il ne peut pas agir sur le monde physique. D'accord? Il ne peut pas agir sur le monde physique. Il ne peut pas tuer le destin. Il ne peut pas venir sur Gaïa. C'est pour ça qu'il utilise Cloud en tant que pantin. C'est pour ça qu'il pousse Cloud à chaque fois d'aller vers l'avant. Continue cette haine, ne l'oublie pas et tâche de ne pas m'oublier. Pourquoi? Parce que plus Cloud va avancer dans son histoire, plus il aura ce sentiment, je dois battre Sephiroth et n'oublie pas Sephiroth comme ça. Et c'est en rendant Cloud de plus en plus puissant qu'à la fin, que déjà à la fin du remake, il a pu battre le destin parce que Cloud est vivant, il est physique, il peut agir physiquement, alors que Sephiroth n'est qu'un fantôme. Il ne peut pas agir physiquement dans la dimension de Gaïa, sur la terre ferme. C'est pour ça qu'il a besoin de Cloud. Pourquoi? Parce que Cloud est son lien d'attache avec le monde des vivants. Et plus tard, il voudra prendre son corps à lui. Mais pour ça, on a l'impression que Cloud doit devenir plus puissant. Final Fantasy Tactics. Ok, nous sommes d'accord, le monde de Final Fantasy VII Remake n'est pas le même que celui de FF7. Ce qui signifie que les futures entrées ne sont pas liées à des événements prédestinés. Aeris n'est plus obligé de mourir, les monstres, alias les armes, ne seront peut-être pas lâchés sur le monde. Et on pourrait même avoir la réponse à la question de savoir ce qui a provoqué ces changements. Encore mieux dans un tout autre jeu Final Fantasy, car il est possible que Final Fantasy VII Remake soit le résultat de Final Fantasy Tactics. C'est ma théorie! Pourquoi me direz-vous, Final Fantasy Tactics est un jeu de rôle tactique sorti sur la PlayStation 1.
Il se déroule dans le monde d'Ivalice, qui servira plus tard de cadre à Final Fantasy XII. Le joueur pouvait débloquer Claude en tant que personnage jouable dans Final Fantasy Tactics à l'aide d'un dispositif. Voilà, il invente rien. Et Voilà, ce il invente rien, il dispositif prend l'appelait des autres. d'une autre Voilà. dimension. Il est suggéré que Claude est tiré de son propre monde au même moment que lorsqu'il est tombé dans la rivière de la vie dans Final Fantasy VII. Et ceci explique pourquoi ses souvenirs sont encore tout flous quand il arrive à Ivalice. L'histoire de Claude n'est jamais résolue dans Final Fantasy Tactics, et une fois qu'il a rejoint le groupe, il n'a aucun rôle significatif dans l'histoire du jeu. Claude est toujours avec le groupe, et à la fin de Final Fantasy Tactics, on ne sait jamais comment il est retourné dans son propre monde. Et donc, il pourrait exister une ligne temporelle où Claude n'est jamais revenu d'Ivalice, et où Avalanche, fracturé, a été incapable d'arrêter les plans de Sephiroth. Le météore a frappé la planète et Sephiroth a absorbé le pouvoir du livestream. Et il est devenu un dieu. J'ai sorti la théorie de ça. Il n'invente rien, je l'ai déjà dit. C'est pour dire qu'il va chercher sur le net, voilà. Mais il ne va pas en profondeur. Profondeur, comme par hasard. Là, je suis curieux de voir maintenant ce qu'il va nous sortir. Multivers. Ok, la série Final Fantasy existe dans un multivers connecté. Il a été établi que Gilgamesh de la série Final Fantasy V voyage dans l'univers à la recherche d'un moyen de rentrer chez lui. La série Dissidia a croisé des personnages de tous les jeux Final Fantasy à plusieurs reprises. On peut donc se demander pourquoi les chuchoteurs sont apparus dans le monde de Final Fantasy VII Remake. Et si Sephiroth a réussi dans une ligne temporelle sans Claude pour s'opposer à lui et qu'il a atteint le pouvoir ultime, alors il pourrait avoir acquis la capacité d'influencer le temps lui-même. En gros, l'objectif de Sephiroth pourrait avoir évolué. En plus d'être devenu une divinité, il est maintenant devenu une menace pour la création elle-même. On pourrait se poser cette question, est-ce que les enjeux des futurs épisodes de la série Final Fantasy VII Remake seront donc plus importants, car le cosmos tout entier est en danger, alors que Sephiroth est plus fort qu'avant. L'histoire entière pourrait être liée à une seule fin de Final Fantasy Tactics et à un Claude qui n'a jamais réussi à rentrer chez lui. Mais non, ça Et c'est si une théorie. FF7 Remake et tous les médias de Final Fantasy étaient en fait connectés, au lieu de voir un seul Claude combattre un seul Sephiroth, que se passerait-il si plusieurs versions de chaque personnage faisaient équipe pour mettre Mais un non. terme définitif à leur rivalité? Bah ça c'est n'importe quoi. Étant donné la possibilité de voyager dans le temps et d'avoir un multivers, ça semble plus inévitable que possible. Je vous le dis tout de suite, ça va pas arriver. C'est un bordel sans nom et si Square Enix font ça, ils sont vraiment cons, ils ont rien compris à la vie. Non, tu dois rester dans ta filiale Final Fantasy VII Remake. Pas besoin de 3, 4 Cloud, 2 autres Sephiroth. Non, pas besoin, il n'y a pas besoin. Ok, vous l'avez peut-être remarqué au cours de vos propres parties, la plume noire est montrée de nombreuses fois tout au long de l'histoire, littéralement du début à la fin. Rappelez-vous la toute première bande-annonce diffusée en 2015, quand la plume tombe dans la flaque d'eau, et quand on aperçoit un premier morceau de Claude au premier plan et de Sephiroth en arrière-plan avec la fameuse aile noire. Dans le chapitre 1, juste avant de poser la bombe, Claude a mal à la tête avant de voir une seule plume noire tomber au sol. Et même jusqu'à la fin, quand Claude réduit la plume en poussière alors que le groupe quitte Midgar. Et même au chapitre 2, quand Claude rencontre Sephiroth, la musique de fond est La Terre Promise de Advent Children. Et ne croyez pas que c'est un choix musical aléatoire, la musique de ce jeu a été choisie et placée de manière très ciblée dans des scènes très spécifiques. Par exemple, au début du jeu, alors qu'Aeris est agenouillée devant le tuyau cassé, elle se retourne brusquement dès que la musique change. Le thème d'introduction est recouvert par le thème de One Wing Angel. Je l'ai déjà dit Et 1000 quand on y fois. réfléchit, Sephiroth n'est montré avec une aile que 2 fois, lors du combat contre Claude à la fin du FF7 original, et dans Advent Children, quand Kadaj récupère une partie de Genova, ce qui permet à Sephiroth de revenir. Et je sais, vous vous demandez comment Sephiroth était capable de revenir par l'intermédiaire de Kadaj, alors que Claude l'a battu à la fin de Final Fantasy VII. Eh ben, il existe une petite collection d'histoires appelée la rivière de la vie blanche et la rivière de la vie noire. Tu vois, c'est ça le souci. C'est qu'il a déjà parlé de ça en début de vidéo dans un sujet, ouais, c'est pas très top, c'est la surface. Et
il aurait dû laisser ce sujet complet pour la fin et pas diviser ça en deux parce que maintenant, il revient à peine à ça. Dans le fameux livre On a Way to a Smile, écrit par Nojima. Et ce fameux Nojima, il est hyper important. On l'a vu un peu plus tôt, c'est le scénariste de Final Fantasy VII. Et donc ces histoires sont centrées sur Aeris, qui est considérée comme la rivière de la vie blanche, et Sephiroth, la rivière de la vie noire. Et vous l'avez compris, ces histoires se concentrent sur leurs entrées dans le flux de la vie, après FF7 et avant les événements de Advent Children. Dans ces histoires, Sephiroth découvre un moyen d'éviter d'être absorbé par le flux de la vie. Et ces histoires nous racontent que même si Sephiroth n'est plus là, il pouvait faire de quelqu'un un noyau, c'est-à-dire qu'il pourrait continuer à exister même s'il n'est plus là. Et la question à se poser, mais quel est donc ce fameux noyau? Eh ben en fait, il a fait de Claude le noyau. Et sachant que Claude ne l'oubliera jamais, tant que Claude est en vie, Sephiroth peut revenir. Tu vois, il aurait dû faire toute cette histoire à la fin. Parce que ça m'aurait évité mon putain de monologue de tout à l'heure s'il aurait mis cette histoire de cadage et de trucs en même temps que ça. Et il précise même pas. Tu vois, il va dans la précision, il te parle des bouquins, il te parle pas du géostigmate, il te parle pas d'Iris dans le live stream. Ok, maintenant qu'on sait que Sephiroth a besoin de Claude pour revenir, la scène dans la ruelle après la mission de bombardement devient tout de suite plus intéressante. On y voit Sephiroth qui entraîne Claude plus loin dans la ruelle, et il dit à Claude qu'il doit continuer à se battre pour vivre, qu'il doit s'accrocher à sa haine. Il le fait pour être une présence constante dans l'esprit de Claude. Il commence même à décrire les cris désespérés de la mère de Claude, la suppliant de laisser son fils vivre alors qu'elle se faisait tuer. C'est presque comme si Sephiroth se marquait lui-même dans l'esprit de Claude. Chaque fois que Claude ressent un fort sentiment de haine ou d'impuissance, il se rappelle de Sephiroth. Mais attendez, là ça doit tilter dans votre esprit. Comment Sephiroth sait-il tout ça? Vous vous souvenez quand j'ai dit que Sephiroth avait refusé d'être complètement absorbé par le flux de la vie? Et étant donné que Sephiroth est étroitement lié à Jenova, c'est quand même un être qui n'est pas de cette planète. Il peut donc se déplacer et répandre sa volonté dans le flux de la vie. Encore mieux, on l'a même vu et ça a même été démontré dans Advent Children. Encore une fois, il se disperse, il prend pas tous les sujets pour en faire un, mais d'un côté c'est normal comme ça dans sa vidéo, il a plusieurs rubriques et ça fait une ligne rouge à suivre, mais à chaque fois tu es un peu perdu alors que tu prends toute cette histoire et tu en fais une grosse scène et tu en parles d'un coup et tu ne perds pas tes spectateurs comme ça. Mais cette vidéo, en fait, elle est faite pour les gens qui aiment bien les histoires iceberg. Tout simplement. Parce que les gars qui jouent à Final Fantasy, qui sont à fond dedans, ils vont trouver plein de trucs à redire. Mais c'est pas grave parce que lui, son message, sa vidéo, elle n'est pas pour les fans de Final Fantasy. Elle est pour les gens lambda qui aiment bien les icebergs et découvrir des petites choses, tout simplement. Quand je dis ça, je parle bien des géostigmas. Souvenez-vous, quand le flux de la vie a fait éruption à la surface pour protéger la planète du météore, Sephiroth avait déjà commencé à l'infecter, et chaque personne qui entrait en contact avec le flux de la vie était infectée par le géostigma. Regardez, Claude a mal au même bras dans Advent Children que dans le jeu Final Fantasy VII Remake, car il est toujours infecté par les géostigmas. Nous ne savons pas exactement quelle est sa puissance, et s'il est possible que le Sephiroth de Advent Children ait renvoyé des informations à la version de lui-même coincée dans le cratère nord de Final Fantasy VII. Mais non, pourquoi? Pourquoi faire ça? Pourquoi envoyer des informations au Sephiroth enfermé? On voit bien que dans Final Fantasy Remake, tout ce qui se passe avec Jenova Sephiroth, ça se passe. Lui, il est là pour guider Cloud. Il est là pour être sûr que Cloud ne dévie pas de son chemin et une haine immense envers lui. L'autre Sephiroth n'a rien à voir pour l'instant. Sephiroth est clairement au courant de tout. Mais comment? On a déjà vu que la conclusion évidente à la fin du jeu est qu'il utilise une sorte de déplacement temporel. Mais d'où vient-il est une autre question. Qu'on considère tous ces éléments, il est très difficile d'ignorer que ce Sephiroth est le même que celui de Advent Children. Dans le remake,
Les pouvoirs qu'il déploie sont exactement les mêmes que dans le film. Même mieux, les flashs qu'il montre à Claude ressemblent aux images du film. Il lui montre un destin funeste futur. En plus de ça, il a une aile noire et non sa signature blanche. Ok, Sephiroth connaît sans aucun doute les événements du jeu original. Il suffit de voir à quel point il est méta pendant tout le jeu. Regardez à nouveau la scène de Sephiroth et de Claude à la lisière de la création. Sephiroth va leur dire des choses qui font allusion à des événements qu'il ne devrait pas encore connaître. Ça m'en Il fout bloque ce jeu. même l'Omnislash de Claude, c'est pour dire. Donc maintenant, il prend des mesures pour changer la façon dont le destin est censé se dérouler. Et quand il entraîne Claude dans la ruelle du chapitre 2, c'est parce qu'il veut retarder sa rencontre avec Aerys. Quoi Mais les chuchoteurs interviennent et retardent Aerys pour s'assurer que leur rencontre ait bien lieu. Attends, il a dit que c'est Sephiroth qui a fait exprès, il a retardé. C'est une théorie comme une autre, hein. Mais je suis pas d'accord avec. Mais c'est une théorie comme une autre. Mais il va pas assez en profondeur. Chuchoteur gardien. Et donc on commence à comprendre petit à petit que Sephiroth est la raison pour laquelle les chuchoteurs ont dû agir. Alors qu'ils tentent de modifier la façon dont les événements se déroulent, les Whispers, les chuchoteurs, essaient de les réparer et de maintenir le destin en ligne avec celui du jeu original. Et quand on arrive à la fin du jeu, on trouve le Harbinger et ses généraux qui sont la dernière ligne de défense des Whispers pour tenter d'empêcher le groupe de changer complètement le destin. Et justement, en ce qui concerne le Harbinger, il n'y a qu'un seul être dans Final Fantasy VII appelé Harbinger, alias la calamité des cieux, Jenova. Et là vous vous dites, où a-t-il entendu ça? C'est ce que dit Vincent dans Advent Children. Et si vous évaluez le Harbinger, c'est une sorte d'accrétion, autrement dit une croissance après des couches progressives accumulatives. En gros, c'est le projet Réunion. Quoi? Attends. Le gardien du destin, c'est le projet Réunion. Mais le gardien du destin, c'est le destin, putain. C'est quoi le rapport avec Jenova? Là, je piche pas. C'est le destin. On se bat contre le destin pour se défaire de notre futur. Et le destin, vu que son boulot, c'est de garder la continuité de Final Fantasy VII, il fait son putain de taf. C'est quoi le rapport avec Jenova? Je sais pas où il a été lire ça, mais franchement, je sais pas. De toute façon, c'est que des théories, mais c'est pas logique. Et donc, chaque fois que nous combattons les fameux généraux des chuchoteurs et que nous infligeons des dégâts à l'Harbinger, nous avons droit à de nouveaux aperçus de l'avenir du jeu original. Nous voyons la matéria sacrée, Oli, tomber après la mort d'Aerys, et le météore qui commence sa descente vers la planète. Et chaque fois que nous voyons ces flashs, le groupe est poussé à aller de l'avant en croyant qu'il apporte un changement et qu'il peut ainsi empêcher ces événements de se produire. Nous croyons tous que nous faisons la bonne chose en battant les généraux des chuchoteurs, alors qu'en réalité, nous venons de supprimer la seule chose qui a empêché Sephiroth de changer l'histoire. Et c'est quoi le rapport avec Jenova alors? Manipuler le groupe et le joueur pour qu'il supprime la défense de la planète. Donc maintenant, il n'a plus cet obstacle qui le bloque. Bon, il existe cette théorie folle des fans qui nous dit que la première Aerys a soit... Cette théorie folle des fans, ça a été confirmé par les producteurs et par les réalisateurs. Cette théorie folle des fans. Tout ça, c'est pour donner de l'importance à cette info qui va dire « Ouais, les fans, ils sont tellement fous dans leur tête qu'ils inventent n'importe quoi. » Et toi, tu dis « Ah ouais, c'est un truc de fou. » Non, ça a été confirmé, putain. Faut arrêter de dire que c'est des délires des fans. Moi, ça me rend fou parce que ça me touche personnellement, vu que j'ai fait beaucoup de théories sur Final Fantasy VII. Quand on vient bombarder quelqu'un, c'est moi qu'on vient bombarder aussi, alors qu'on a prouvé que c'était la vérité. Bref, après... Envoyer un message à la nouvelle Aerys, et là vous vous dites, ok, elle a transmis ses souvenirs comment? Via le flux de la vie. Et dans les deux cas, Aerys est actuellement informée des événements du jeu précédent et tente consciemment d'en éviter les pièges. Cette théorie est basée sur les différences majeures entre certaines actions d'Aerys dans Remake par rapport au FF7 original. Par exemple, vous savez, il y a ce tragique moment quand la plaque de Midgar tombe sur le secteur 7.
Et pendant ce moment, il y a un élément qui nous indique qu'Aerys sait ce qui va se passer. Elle ne donne pas la réponse directe à Claude quand celui-ci lui demande si elle se doute que la plaque va tomber, mais quand elle parle à Wedge, elle lui dit également de continuer à se battre. Et là, on a deux solutions. Ça peut être interprété soit comme un simple encouragement de la part d'Aerys, mais aussi comme une tentative d'Aerys de changer les événements de la narration. Oui. On peut aussi noter autre chose. Quand Aerys communique avec Marlène, celle-ci passe de l'hystérie au contrôle bien trop rapidement pour que ça soit naturel. Il suppose qu'Aerys a montré quelque chose à Marlène pour la convaincre que son avenir est assuré. Aerys connaît également le nom de Marlène sans jamais avoir été présenté. Et le plus énigmatique est la façon dont Aerys prévient Claude de ne pas tomber amoureux d'elle. Elle va argumenter que ça ne ferait qu'entraîner Claude dans un monde de douleur. En gros, ça peut sembler être un comportement d'auto-sabotage de la part de quelqu'un qui a été persécuté toute sa vie à cause de ses ancêtres. Mais, et vous le savez, ça pourrait aussi être le résultat du fait qu'Aerys regarde vers l'avenir et elle sait ce qui va se passer. Oui, elle là, va donc oui. éviter à Claude de souffrir. Ok, la gérance d'Aerys dans le destin semble être un peu tirée par les cheveux, mais Sephiroth a peut-être déjà modifié la fin de Final Fantasy VII Remake en changeant ce qui se passe dans la première partie. Et donc, dans cette théorie, Aerys est un contrepoids. Les deux personnages semblent savoir quelque chose de la continuité précédente, ils travaillent l'un contre l'autre. Et puis, Aerys a toujours été une proie pour Sephiroth, et donc cette théorie de fan semble tenir la route. Ce qui me tue, parce que là, il dit que c'est une théorie de fan. Il a bien dit juste avant ça que Aerys et Sephiroth, ils se combattent l'un l'autre pour déjouer les plans. Là, mais après, juste après, il te donne une info qui est vraie. Mais juste après, il te dit, c'est une théorie de fan. Mais vu qu'il a parlé du bouquin On the Way to a Smile, et dans le bouquin On the Way to a Smile, dans le chapitre, j'ai oublié lequel, du stream White, il y a Aerys, elle dit, je dois arrêter les plans de l'homme. L'homme, c'est Sephiroth. Ça veut dire qu'il a la preuve dans le livre. Ça prouve qu'il n'a pas lu le livre. Il s'en fout. Il veut pas, lui, il veut faire un buzz en parlant de Final Fantasy Remake pour faire des vues. Il a raison. C'est le but de ses vidéos. Mais s'il aurait été plus en profondeur dans les recherches, il aurait lu dans le bouquin que elle veut arrêter les plans de l'homme. Quand elle s'est approchée de l'homme, elle a tout de suite compris le plan et elle doit l'arrêter avec l'aide de Cloud. D'où le fait que je dois rencontrer Cloud avec mon propre corps. Mais vu qu'il n'a pas fait les recherches jusqu'au bout, il ne va pas dire ça. Mais il s'en fout d'un côté. Pourquoi il va se casser les couilles alors qu'il ne parle pas aux fans ? Il parle à la majorité. Il parle à la masse de gens qui aiment bien le sujet iceberg. C'est pour ça que je ne lui jette pas la pierre. Dans cette vidéo, moi, je viens seulement donner des précisions pour montrer qu'il n'a pas été au fond des choses. Ce qui est dommage parce qu'il parle d'iceberg, il parle d'abysse, il parle de profondeur. Sa vidéo, normalement, lui oblige à aller en profondeur. Et surtout que là, c'est les abysses. Et il ne va pas en profondeur. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'adresse pas aux fans. Il s'adresse à des gens lambda qui aiment bien. Ouais, ils ont entendu parler de Final Fantasy VII. Ils savent que ça va faire du buzz. Et basta. C'est tout. Merci à toutes et à tous. Bon. Attends, on va voir ce qu'il va dire. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux ces derniers jours, donc ça fait très plaisir. Le prochain objectif de la chaîne, c'est d'atteindre les... On s'en fout. La vidéo est bien faite. Il y a un bon rythme. Il a bien mis cet aspect creepypasta mystérieux en mettant cette qualité VHS des cassettes de l'époque, tu vois, pour donner un côté mystérieux. Ah, on veut en savoir plus. Ça marche. Ça marche sur des gens qui ne connaissent pas le sujet. Il va parler, par exemple, comme je vous ai dit, allez voir les vidéos de Farod, de Mario 64 et Zelda 64, les icebergs. Ça, c'est du travail approfondi. Il y a tellement de choses à préciser, alors qu'il a une mine d'or comme Final Fantasy Remake et il ne l'utilise pas au bout. Pourquoi ? C'est pas dans son intérêt. Lui, il veut pas peut-être faire une vidéo d'1 heure. Et il parle à un groupe de gens bien précis, à des gens lambda. Mais quand les fans parlent, quand des fans vont voir cette vidéo, impossible qu'ils vont dire « Ouais, ta vidéo… » parce qu'il manque trop de choses. La vidéo n'est pas assez complète. C'est dommage. Mais je félicite le mec pour
le montage, le rythme. J'aime pas comment il parle, ça fait très robot. Il met pas assez d'intensité parce que c'est du creepy, tu vois. Il doit mettre de l'intensité quand il parle. Mais ça, après, c'est mon truc à moi. Sinon, pour quelqu'un de lambda, la vidéo, elle est excellente. Et je vous invite même à lui mettre un pouce bleu, pas parce qu'il a parlé de Final Fantasy VII Remake, tout simplement. Je vais mettre le lien de sa chaîne, de la vidéo, dans les commentaires. Si vous voulez lui mettre un pouce bleu, vous abonner, peut-être que vous aimez les icebergs, hein. Comme ça, vous savez. Mais voilà, moi, j'ai rien appris dans cette vidéo. Il sait même, il parlait d'Ivalice, j'en ai parlé. Toutes les théories qu'il a parlé à Iris, je les ai toutes parlées. Et à chaque fois, ce qui me tue, c'est quand moi, je dis ça, je me fais bombarder. Mais quand lui, il va donner ça dans un global, en disant que c'est des théories de fans un peu fous, tu prends pas ça au sérieux. Alors que moi, quand je parle, je suis très sérieux. Pourquoi? Parce que tout est sourcé. Bref, en tout cas, voilà, j'ai fait la vidéo. Elle est faite. Maintenant, je sais pas. C'est dommage parce que ces icebergs, c'est une source d'information illimitée et ils ne profitent pas. Moi, en tout cas, moi, j'ai fait ma part du taf. Euh, j'ai regardé le monde, je me suis bien amusé. La vidéo, elle était bien montée, mais il y a des erreurs et il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été approfondies et c'est vraiment dommage. Mais en tout cas, je te félicite si jamais tu regardes cette vidéo, je te félicite pour ton travail. Tu as fait un très bon montage, très bon rythme. Perso, si tu veux, moi je te conseille de mettre un peu plus de vie dans tes textes quand tu parles parce que c'est très monotone et pour certaines personnes, ça donne envie de dormir. Mais sinon, j'ai rien à dire à ta vidéo. Voilà, c'était Cal. Je vous ai fait la vidéo analyse de l'iceberg Final Fantasy VII Remake et je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo sur Final Fantasy. Ciao!